Bonjour dans le studio des experts. Évidemment, pendant cette émission, comme d'habitude, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Au menu aujourd'hui, des réouvertures, un été culturel, un été sportif, des non-vaccinés plutôt réticents et un nouveau calendrier scolaire. Et comme nous respectons les règles sanitaires, nous portons encore le masque. J'espère que dans quelques jours, ce ne sera plus le cas. Et nous avons deux experts pour questionner deux invités politiques. Nous avons tout d'abord Nicolas De Decker, journaliste politique au VIF. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés, Marianne Susny, philosophe et autrice, comme elle l'entend. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors samedi dernier, c'était ce qu'on appelle la réouverture. Un bouchon de champagne, a-t-on dit, qui a explosé notamment Place Flagey à Ixelles. Mardi, le Codeco en rajoutait avec un déconfinement intérieur au 9 juin pour l'ORECA, la culture, les loisirs et le sport. Exemple dans ces salles de fitness visitées par Jim Moscovitch et Fred de Hainaut. Dans cette salle de fitness, tout est prêt. Les plexiglas, les produits désinfectants, même le système de ventilation. Et donc ça va se gonfler et ça va pulser de l'air pendant toute la durée d'ouverture du club. Ce système a un coût, 250 000 €, un investissement réalisé avant la crise sanitaire. Système qui va nous permettre de pouvoir injecter de l'air 100% de l'extérieur vers l'intérieur, légèrement sous pression, pour qu'on puisse extraire un maximum d'air en même temps vers l'extérieur. Le protocole de réouverture pour les salles de fitness n'a pas encore été communiqué. Malgré les investissements, on ne sait donc pas combien de personnes pourront s'entraîner ici en même temps. On est content d'avoir une date de réouverture, ça nous donne une perspective. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, évidemment, je pense que comme tous les secteurs qui vont réouvrir, c'est quels sont les protocoles que nous devrons mettre en place pour pouvoir ouvrir. Dans cette autre salle, on est aussi dans l'expectative. On attend plus qu'un protocole, on veut un message fort des autorités. Simplement, on ouvre et faire du sport à l'intérieur n'est pas plus dangereux que d'aller faire vos courses. Ça, c'est un message super positif sur lequel on tient énormément. Avec 11 mois de fermeture sur les 15 derniers, les salles et leurs membres ont besoin d'aide. Alors pourquoi pas un pass sport sous forme de chèque distribué aux membres des salles? Je pense que ce serait une chouette formule, un pass sport qui permettrait aux gens de venir se réinscrire en salle et qui serait soutenu par des aides, ou une défiscalisation de l'abonnement en salle. Peu importe les contraintes qui seront communiquées dans le futur protocole, les salles sont prêtes. Quant à vous, il faudra encore patienter jusqu'au 9 juin avant la réouverture de votre salle de sport. Alors Nicolas De Decker, tout est prêt, on dit, mais enfin non, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. On sait que ça démarre le 9 juin, mais on ne sait pas sur quoi. C'est évidemment la clé de ces réouvertures. On espère que tout rouvre et non réouvre, car ce n'est pas correct. Parce qu'évidemment, on aspire à retrouver la vie, disons, d'avant. Mais en effet, pour la plupart des secteurs qui étaient fermés et qui doivent donc rouvrir bientôt, il y a un certain manque de préparation. Et ça, je pense qu'on peut vraiment objectivement le déplorer. Je veux dire, on a vu dans le sujet qui vient de passer, il y a un gestionnaire de salle de sport qui a investi dans un système de ventilation, d'autres pas. Si on leur avait dit plus tôt, je pense qu'ils auraient su qu'ils pouvaient le faire ou pas. Et je pense que ça contribue, ce manque de clarté contribue à attiser certaines frustrations. On en parle entre secteurs parfois. On a entendu ici le monsieur qui tient la deuxième salle de sport se plaindre de dire que c'est pas plus dangereux que d'aller faire ses courses ou de prendre ses transports en commun. Donc les secteurs s'opposent un peu entre eux et ça peut paraître absurde. Moi, je pense par ailleurs que épidémiologiquement c'est un peu plus dangereux de faire du sport dans une salle que d'aller faire ses courses, mais bon. Et puis, ça crée aussi une frustration. Alors, je ne voudrais pas être à la place des décideurs aujourd'hui. Je pense qu'ils vivent vraiment une période difficile, parce que techniquement, c'est difficile. Mais en effet, quand on regarde la télé un soir de Codeco, parfois, on va se dire, mais pourquoi ça et pas ça? C'est absurde. La dernière en date, le dernier Codeco, qui a décidé que les événements culturels pourraient se tenir, je pense, à 200. La jauge était à 200 à l'intérieur dans la culture, mais que les cultes, eux, la jauge serait à 100. Ils ont avalisé une décision qui est contraire à l'esprit précédent, puisque jusqu'à présent, les cultes, c'était 15 maximum, et la culture, c'était 0. Et donc, si on voulait faire un concert dans une église, et donc ici, maintenant, si un curé décide de maquiller une messe en concert, peut-être qu'il pourra accueillir 200 communiants. Oui. Donc, ça peut sembler absurde. Oui. Cela dit, restons positifs, Jean-Jacques, disons-le à nos téléspectateurs,
ça va mieux, ça va aller mieux, on voit le bout du C'est tunnel. quand même une bonne nouvelle, même si ça reste compliqué. Marianne Susny. Mais si j'ai bien entendu, il me semble que la personne qui rouvre sa salle de sport avait déjà son système d'aération avant la crise. Donc, ce n'est pas un investissement d'adaptation. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup, on parle de protocole, mais il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de contradictions. Et je trouve que le problème alors qui se pose, c'est qu'on finit par dire « je pense que ». Or, il ne s'agit pas de dire « je pense que ». Il faudrait quand même qu'il y ait un accord collectif et qu'on sache un petit peu où on va. Alors, on parle de réouverture de toute une série de choses, de secteurs, mais excusez-moi, c'est la deuxième réouverture. Alors, on peut espérer qu'il n'y en ait pas une troisième. Pourquoi maintenant cette réouverture apparaît ou est montrée comme si triomphale, enfin un petit peu puisqu'on parle de bouchon de champagne. Là, il y a quelque chose aussi que je ne comprends pas bien par rapport à la crise sanitaire, parce qu'on ne sait pas exactement où on en est finalement. On n'en est pas sorti encore, voilà. En tout cas. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques. Alors, aux manettes de leur commune, l'un est bourgmestre, l'autre est premier échevine. L'une est à l'ouest, l'autre un peu plus au centre-est. Un vert et une bleue, on les accueille. Nous avons Françoise Kepmans, députée bruxelloise et maire et premier échevin à Molenbeek, et à ses côtés Christos Doulkeridis, bourgmestre écolo d'Ixelles. Et je voudrais vous montrer, avant que vous réagissiez à l'information de ces réouvertures, ce que notre graphiste Coucou Charles a réalisé. Il s'est intéressé à cette logique cette symbolique plutôt. On a parlé de libération en parlant de la réouverture du 8 mai des terrasses. Et il a fait le parallèle entre 1945 et 2021. Alors, ce n'est pas à Ixelles que ça se passe en 2021, c'était à Arlon, mais c'est un peu la même chose. On voit tout le monde monte sur le véhicule pour montrer que c'est la joie et la libération. Alors, Christos Doulkeridis, le 8 mai, place Flagey à Ixelles, c'était la libération ? La comparaison n'est évidemment pas pertinente. C'est-à-dire que ce jour-là, d'ailleurs, j'ai écrit un post sur ce que signifiait réellement cette date et qu'il ne fallait pas l'oublier. Et qu'on passe à côté. Finalement, on a fortement parlé de l'ouverture des terrasses et tout ça, oui, mais c'était le 76e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était autre chose quand même. Et parfois, d'avoir ce recul historique, d'avoir cette perspective, permet de relativiser un certain nombre de choses. Après, par rapport à ce qui s'est passé à la place Flagey, je trouve que Yves Copiters a eu la bonne formule. C'est vrai qu'on a vécu pendant de longs mois en acceptant de restreindre très fortement un certain nombre de comportements qui sont somme toute très naturels. Rencontrer les autres, être en famille, pouvoir circuler sans masque, aller prendre un verre, manger un bout et tout ça. Et finalement, la population a accepté ça, franchement, de manière étonnamment, très positivement. Donc, à un moment donné, quand ça s'arrête, qu'on pouvait s'attendre effectivement à ce qu'à un endroit, il puisse y avoir une partie des gens qui réagissent. On a eu ça, ils avaient décidé que c'était à Ixelles, c'est une très belle commune, et je peux le comprendre, et il fallait le gérer de la façon la plus humaine possible. Et Yves Copiters disait, c'est un peu l'effet bouchon de champagne qui saute, et qui, voilà, quoi. Bon, on a eu un peu ça. Françoise Kepmans, qu'est-ce que vous pensez de ce moment, de ce 8 mai, ce soir, où effectivement, à Place Flagey, c'était un peu les débordements, mais on voyait aussi sur toutes les terrasses, un peu partout, que tout le monde était un peu les uns contre les autres. Alors vous, ça vous a inspiré quoi comme commentaire ? Mais ça m'a inspiré beaucoup de sympathie, parce que c'était véritablement un soulagement pour la population de pouvoir enfin dire qu'on avait des activités qui permettaient de se parler, de se rencontrer, même si c'est toujours avec les distances nécessaires, sauf à quelques endroits. Enfin, moi, j'ai senti véritablement cette libération, même si c'est une libération sous condition, et aussi cette volonté de soutenir notamment des secteurs, de montrer qu'on était derrière l'ORECA. Donc moi, j'ai trouvé que, d'une façon générale, les gens étaient très sympathiques dans leur soutien et dans ce moment qu'ils voulaient partager. Nicolas de Decker.
J'ai éprouvé moi-même une forme de sentiment de liberté, si bien d'ailleurs que pour l'anecdote, je suis sorti le 8 mai, place de la Liberté où j'habite, pour faire une course, et c'est la première fois en un an que je suis sorti sans masque. Je m'en suis aperçu au bout de 25 mètres, tellement, en effet, ou en tout cas moi, j'avais en tête l'idée que ça y était, on y était presque. Cela dit, ça m'a permis aussi d'un peu réfléchir, comme ça m'arrive parfois, Jean-Jacques, et je trouve que, particulièrement d'ailleurs côté francophone, on a eu tendance à résumer, à conditionner la liberté, faire le critère de la liberté, de se livrer à des activités qui sont aller boire des verres en terrasse, ou aller partir en vacances, ou aller au théâtre. Et alors moi je me dis, mais si la liberté est retrouvée, que doivent penser les gens qui, avant cette crise, n'avaient pas la possibilité, notamment matérielle, financière, d'aller manger au restaurant ou d'aller au théâtre ou de partir en city trip à Londres ou à Barcelone. Et en voyant les unes des journaux et les commentaires des journalistes, y compris moi d'ailleurs, je me suis dit, on reste quand même, nous, malgré tout, les commentateurs, les acteurs, les personnes, un peu prisonniers de notre biais social bourgeois. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'allait jamais au restaurant, et il y en a beaucoup, pour quelqu'un qui ne partait jamais en vacances avant le printemps 2020, ce retour à la liberté n'est pas un retour à la liberté. Je veux dire, il n'aura pas plus de possibilités de partir en vacances s'il ne le pouvait pas avant. Je ne suis pas sûr que les terrasses ne soient occupées que par les journalistes bourgeois. Non, mais c'est ça, parce que moi, j'apprécie que vous ayez cette lecture un peu sociale, et en même temps, franchement, quand je vois pendant le confinement ceux qui ont souffert beaucoup, c'est des personnes isolées, pauvres, dont la vie sociale se résume parfois simplement à aller prendre un café ou une bière dans un café et à se retrouver avec finalement de l'humain autour d'eux. Alors on peut avoir un jugement par rapport à ça, mais c'était terrible. Moi, j'ai eu une pensée pendant toute cette période-là à toutes ces personnes qui sont vraiment seules. Et c'est vrai que le confinement ou la crise du Covid doit aussi nous permettre à un moment donné de se poser des questions sur les valeurs que l'on peut avoir, sur la photographie de notre société. C'était la même chose pour les enfants qui se retrouvent à devoir faire les cours de chez eux. Et le chez eux, c'est pas du tout le même quand tu es dans un tout petit appartement, quand tu es dans une maison avec un jardin, quand tu as des parents qui ont le matériel qui peut te permettre de suivre des cours à distance, que quand ce n'est pas le cas. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Et clairement, c'est aussi un moment où nous, on doit se dire... Ces inégalités qu'on connaissait un peu théoriquement, là on y a été confronté de manière très concrète. On les a touchés de doigt. Marine Susty, sur la libération, je crois que vous vouliez parler. Moi je voudrais aussi dire que je suis tout à fait d'accord avec le fait que cette crise du Covid a accentué la fracture sociale et que c'est vrai que c'est un petit peu choquant aussi. Et pour moi c'est doublement choquant. Le mot réouverture, ok, on peut, comme tu l'as dit, avoir un sentiment de liberté, mais le mot libération, pour moi, c'est un mot qui est lourd de sens. On a parlé janvier, février, mars, avril. On a parlé de la libération des camps de la mort. Le 2 mai, libération de Berlin par les soviétiques, après 15 jours de bataille apocalyptique. Le 8 mai, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la réouverture des terrasses. Le mot libération, il est un mot fort. On ne peut pas le brader comme ça, surtout dans un contexte d'inégalité sociale. Françoise Ketmans. Mais c'est évidemment que cette période de pandémie a touché plus particulièrement certaines catégories de la population, que ce soit les personnes qui ont des difficultés financières ou sociales, que ce soit aussi les personnes isolées, les personnes ou des jeunes. Les jeunes ont été fortement impactés, tout le monde le reconnaît. Et justement, la réouverture montre qu'il faut nécessairement une solidarité entre les gens. Et c'est l'occasion, à travers la pandémie, à travers maintenant toute cette période de vaccination, de montrer qu'on peut être solidaire à travers ces difficultés. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas résumer la pandémie à refaire un débat de société sur les situations sociales des différentes catégories de la population. Je pense qu'au contraire, maintenant, montrons de la solidarité, mais sur tous les plans, et que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la culture, que ce soit pour les indépendants, je dirais qu'il y a évidemment des personnes qui échappent à toutes ces difficultés, mais d'une façon générale, cette pandémie s'adresse à
toutes les catégories de la population, tout le monde était tout en touché, touchant mais certains de plus que manière plus d'autres, un forte. peu comme on dit, tout le monde était égal, mais certains plus que d'autres. Je voudrais revenir un peu à de la politique, parce que Françoise Quépement, je voudrais que vous réagissiez à la manière dont Christos Zoulkridis a géré ce samedi soir à la Place Flagey. On le voit là, on va même l'écouter avec son mégaphone, essayant de convaincre tout le monde de rentrer chez soi. Il était entre... Au-delà de ce qui est accepté normalement, de pouvoir être dehors et de faire la fête comme vous le demandiez. Ouais, on entend des huements après, enfin je sais pas, des huées plutôt. Françoise Quépement, est-ce que le bourgmestre a bien agi dans sa manière de gérer ce qui s'est passé? Vous auriez voulu qu'il fasse intervenir la police plus tôt, par exemple? Mais je pense que c'était important de faire justement preuve de pédagogie, d'aller au-devant des personnes, des jeunes, comme il l'a fait. Et puis, à un certain moment, il faut en tirer les conséquences et faire intervenir les forces de l'ordre. Mais ça s'est fait de manière graduelle. Et moi, je pense que c'était une situation extrêmement difficile à gérer et qu'elle a été dans des conditions correctes. Donc voilà une critique beaucoup plus positive que les critiques qu'on a entendues pour Philippe Claus au Bois de la Cambre. Christos Zoulkridis, vous avez l'impression que c'était deux mêmes contextes ou bien c'était très différent? C'est facile de comparer, on peut dire, voilà, il y en a un qui a envoyé la cavalerie et l'autre qui le... Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas multiplier les épisodes, je trouve que ça n'a aucun sens, où on a une police qui cherche sur sa jeunesse ou qui cherche sur sa population, somme toute pour des faits. Franchement, on était là, et moi j'étais là avec les responsables de la police, puisque on gère ça un peu ensemble. Je trouve que ma place était plutôt d'être le plus près possible, comme ça on peut voir ce qui se passe. Et on était en train de regarder, ils étaient en train effectivement de faire un peu gentiment la fête. Ils étaient trop près les uns des autres, c'est évident. Donc on est passé à plusieurs reprises avec la police de quartier, avec les services de prévention, avec... et même les responsables de police disaient, qu'est-ce que vous voulez, on ne va pas commencer à charger et à faire ça. En plus, ça peut devenir beaucoup plus dangereux. Donc, ce qui était important, c'était de se dire, OK, c'est le premier jour et il peut y avoir un petit débordement comme ça. Mais à quel moment on décide d'intervenir? C'était à quel moment exactement? Je décide qu'on interviendra lorsque la nuit commence à avancer, que les gens sont fortement alcoolisés, qu'il n'y a plus d'écoute possible et que malgré les multiples demandes de pouvoir quitter les lieux, après avoir aussi débarrassé toute la place de plein de bouteilles qu'ils avaient laissées sur le côté et qui auraient pu devenir des projectiles, qui auraient eu une conséquence beaucoup plus dangereuse en cas d'intervention, il y a un moment donné, on convient avec la police qu'on va intervenir de manière dissuasive, mais prudente. C'est-à-dire qu'on utilise parfois des mots pour dire « Ah, il y a l'autopompe qui est intervenue ». Oui, ok, mais si l'autopompe, elle sert juste à montrer que tu dois reculer et évacuer, il n'y a eu aucun dégât. D'ailleurs, il n'y a eu aucun blessé qui est lié à l'intervention elle-même. Il y a eu des blessés parce que certaines des personnes ont commencé à lancer des bouteilles, elles ont blessé un policier, elles ont blessé une autre personne de là-bas. Donc à un moment donné, on est intervenu, ils sont partis, on a nettoyé la place, c'est tout. On ne peut pas multiplier ce genre de choses tous les jours, et je l'ai dit clairement le lendemain aussi, et je pense que c'est entendu. Ce qu'il y a, c'est qu'aussi, parallèlement, le gouvernement a ouvert maintenant plein d'autres perspectives, et c'était super important de le faire. Parce que les chiffres, effectivement, des hôpitaux sont quand même plus prudents, je veux dire, ils sont plus rassurants. Et à un moment donné, si on avait ouvert peut-être la culture et peut-être plein d'autres endroits, et peut-être aussi réfléchir à des endroits où il peut y avoir ce type de rassemblement sans que ça ne provoque de problème pour les habitants des quartiers, parce que le principal problème, c'était aussi celui-là. C'est que quand on est 1h du mat, il y a des gens qui veulent simplement dormir. C'est pour ça que le bois de la Cambre est normalement assez pratique. Mais je vous propose d'en arriver au plan plein air, continuera notre discussion. Et c'est carrément un nouveau plan été qui était décidé au Codeco, avec la possibilité de concerts de masse à l'extérieur en suivant de strictes mesures sanitaires et même un safety ticket. Bienvenue à Tomorrowland et à l'Arena 5, ce nouveau lieu créé à OSL, Yacine Mossati. Revoir des festivaliers qui font la fête, ce ne sera pas pour cette année au Brussels Summer Festival. Un mois après Couleur Café, le BSF annule à son tour. Le plan d'été instauré par le comité de concertation de ce mardi comportait trop d'incertitudes pour le directeur du BSF.
Un festival de notre taille et comme on le présente habituellement, ça se prépare sur un an et qu'il est difficile pour nous, 3 mois en avance, de pouvoir lancer l'organisation du festival en sachant en plus que les consignes qui ont été données hier sont soumises au conditionnel parce que les festivals pourront se tenir moyennant que des chiffres soient respectés au niveau des soins intensifs et au niveau de la vaccination. Si le BSF et Couleur Café ont annulé leur festival cette année, d'autres événements auront bien lieu. C'est le cas de Brosella, qui organisera 6 sessions de concerts par jour avec un maximum de 1000 personnes par concert, et pour qui annuler n'a jamais été une option. L'annulation, on ne l'avait pas vraiment en tête, mais c'est vrai que depuis hier, avec ce qui a été communiqué, c'est un soulagement de savoir que tout sera faisable et ce sera possible. Du côté de la ville de Bruxelles, on compte sur l'Arena 5 et sur la 3e édition de Hello Summer pour faire face à l'annulation des festivals et rassembler les Bruxellois. Dès la mi-juin, on va offrir des spectacles de cirque dans nos différents quartiers. On va aussi redonner rendez-vous dans des lieux insolites de la ville pour des concerts, des initiations de danse, des jeux de société, du cinéma en plein air et des activités pour les plus petits aussi. C'est très important évidemment de penser aux familles. À la fin de l'été, le but est d'accueillir 7500 personnes par endroit. Et pour atteindre ce chiffre, on compte sur la campagne de vaccination. Alors Françoise Kepmans, est-ce qu'il y aura un festival bruxellon au château du Carevel de cet été à Molenbeek ? Oui, il y aura un festival bruxellon comme depuis plus de 20 ans et c'est un événement important pour la commune. Il y aura aussi des activités en extérieur comme à la ville de Bruxelles. Et ce sont des événements essentiels à la vie, à l'épanouissement des habitants. Donc nous y tenons particulièrement. Mais c'est vrai que pour les organisateurs du festival bruxellon, c'est difficile parce que ces mesures sont annoncées étape par étape. Et aujourd'hui, on leur dit on peut accueillir 500 personnes dans la cour du château à l'extérieur pour Bruxellon. Et on leur dit logiquement, vous ne pourrez pas avoir plus de 200 personnes, maximum 200 personnes. Donc, ça devient difficile de rentabiliser un spectacle quand vous avez moins de la moitié des spectateurs et surtout que ce sont quand même des événements importants. Là, ce sera une comédie musicale qui demande d'engager des acteurs, voilà exactement, du matériel. Et qui est soutenu un peu par les pouvoirs publics, mais aussi des fonds privés. Donc, il s'agit d'avoir du public aussi. Voilà, il y aura un coût important. Et donc, mais moi, je pense qu'il faut être aussi pragmatique dans les approches qu'on a par rapport aux événements culturels dès l'été. Et donc, ces tests qui ont été pratiqués, c'est une manière de voir dans quelle mesure on peut accueillir du public. Et donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on prenne les mesures nécessaires, l'accompagnement nécessaire pour faire en sorte qu'on ait le plus grand nombre de personnes qui puissent être accueillies et que l'on puisse venir, si nécessaire, soutenir encore mieux le secteur culturel s'il ne parvient pas à justement rentrer dans ses frais par rapport à l'organisation de ces activités. Mais la commune, mais nous comptons également sur la fédération Wallonie-Bruxelles et la loterie nationale. Oui. Christophe Zoukouridis, comment ça va se passer, XL ? Il y a beaucoup d'opérateurs culturels. Bien, très bien. On travaille déjà ensemble depuis depuis le début de la crise en fait, pour essayer d'accompagner. Je pense qu'il y a 2 éléments qui sont clés maintenant dans cette nouvelle période, qui est un peu traînée, mais qui est la période où on prend le risque de réouvrir, parce qu'on ne peut plus rester dans l'époque où on fermait tout, et voilà. Alors, pour réouvrir, il faut la vaccination, c'est indispensable, et je voudrais vraiment essayer d'encourager, voilà, on y reviendra. Oui. Et le deuxième élément, il faut de la clarté sur, M. De Decker en a parlé tout à l'heure, avant qu'on arrive, sur les conditions, sur le matériel qui peut être utile, qui peut être homologué pour savoir, OK, on a investi là-dedans, mais on est sûr que ça va être considéré donc comme un matériel qui nous permet d'avoir des activités à l'intérieur. Et là-dessus, c'est vrai que ça traîne un peu. Il y a plusieurs technologies qui sont... nous, on est contactés tous les jours par des spécialistes, entre guillemets, et des entreprises qui nous disent « notre système est super génial et tout », mais c'est pas à nous. Moi, je peux faire beaucoup de choses, mais pas ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait des homologations de type de matériel ou de performance qui peuvent permettre à des gens de se dire on est à l'aise. Et alors, ils investissent en étant sûrs qu'on va dans la bonne direction. Et ça, c'est encore une étape qui manque. Et c'est vrai qu'on a vécu des périodes où les gens, du jour au lendemain, doivent soit choisir, soit réagir.
Et ça, c'est pas possible. Est-ce que la commune doit intervenir financièrement, ou la fédération, ou la région? En fait, il y a plein de façons d'intervenir pour soutenir les secteurs. Et donc, que ce soit en matériel ou que ce soit autrement, les communes sont, avec nos différents acteurs et de l'ORECA et de la culture, depuis très longtemps, et on continuera à l'être. Alors, Nicolas Dedecker, qu'est-ce qui s'est passé exactement au Codeco? Parce qu'on a eu l'impression que tout d'un coup, on est arrivé avec Tomorrowland, et que c'était la fête du slip, qu'on pouvait avoir des centaines de milliers de gens présents. Je ne suis pas sûr que ce soit tout d'un coup, parce que déjà, lors du Codeco précédent, si vous vous rappelez, il y avait un accord sur la culture, qui était notamment porté par la ministre écolo de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, et Yann Yambon, ministre flamand de la culture, mais finalement, parce que ça ne donnait pas l'assurance d'avoir une jauge assez élevée, à l'été, Yann Yambon avait dit non, attendons, ne mettons pas de jauge tout de suite, etc. Et c'est ici ce qui s'est passé aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un lobbying, c'est un gros mot, disons des pressions, c'est aussi un gros mot, je cherche un autre mot, des invitations à considérer la situation des grands festivals qui se font en effet en Flandre, donc Tomorrowland, le Pukkelpop, et c'est ce qui a apparemment dans la dynamique de la discussion définitivement emporté l'adhésion de tout le monde et d'Alexander De Croo en particulier. Et donc c'est à ça qu'on voit que on est dans un pays fédéral, mais quand même avec une majorité numérique flamande et dont les préoccupations sont donc structurellement plus importantes, plus puissantes que celles des francophones. Ça, c'est pour la première morale de l'histoire. Mais la deuxième, c'est que ça, si j'ai bien compris, aussi permis à augmenter la jauge dans la culture normale. C'est-à-dire que quand ils sont venus avec l'idée de Corona Ticket, on ne peut pas dire qu'on ne peut plus dire Corona Pass, pour faire sauter les jauges à partir de la fin août, il y a eu une réaction, on a dit d'accord, mais alors la culture, etc. Et donc le 9 juin, si j'ai bien compris, si c'est 200 en intérieur à partir du 9 juin, c'est apparemment un effet de ricochet par rapport à cette pression. Donc c'est grâce à Tomorrowland que les théâtres bruxellois pourront avoir 200 personnes à l'intérieur. Comme quoi le monde est complexe. Hein. Oui, une conclusion, Marianne. Espérons ricochet, pas boomerang, parce qu'en fait, outre cette question communautaire, moi ce que j'entends, c'est ça ne peut plus continuer comme ça. Tout le monde étouffe, on ne peut pas, il y avait des pertes de tous les côtés. En même temps, on va prendre le risque, on va rouvrir, on va mettre les balises qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'on sait finalement de plus au niveau épidémiologique qui permet d'assurer qu'on ne va pas retomber dans une Xème vague? Alors bien sûr, il y a la vaccination, mais la vaccination est-elle déjà assez étendue pour protéger une immunité collective? Rapide réponse de Christophe Doucet. Non, mais là-dessus, quand même, on ne part pas de rien quand même. Et il faut d'abord dire que depuis le début de la vaccination, réellement, on le voit dans les hôpitaux, et je suis très préoccupé, je suis aussi en contact tous les jours avec les hôpitaux publics chez nous. D'abord, il n'y a plus de surmortalité depuis cette année-ci, alors qu'il y en avait une clairement l'année dernière. C'est-à-dire que les publics à risque, qui lorsqu'ils contractaient le virus, pouvaient être menacés, en ce y compris dans leur vie, eh bien ceux-là, grâce à la vaccination, puisqu'on a décidé de d'abord les vacciner eux, les personnes âgées et les personnes avec comorbidité, font qu'on diminue très très fortement les risques les plus graves en contractant cette maladie. Donc il y a un effet positif de la vaccination et qui sont mesurables et chez nous et ailleurs. C'est la raison pour laquelle on peut se dire que la vaccination nous permet de regarder l'avenir, les jours qui viennent et les mois qui viennent avec beaucoup plus de sérénité. Et les chiffres, encore une fois, dans les unités de soins intensifs, sont en train de descendre de manière très concrète. Françoise Répens, pour terminer là-dessus, vous êtes d'accord avec Christophe Doucet? Oui, mais justement, ce qu'on peut regretter, c'est que la vaccination ait pris du temps à se mettre en place et à être tout à fait efficace. Donc maintenant, il faut absolument sensibiliser la population à se faire vacciner. C'est tout à fait essentiel. Mais avant de parler encore de vaccination et de sensibilisation, je vois que vous avez vraiment envie d'en parler, vous avez raison. Je vous propose les têtes d'affiche, une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Vous en choisissez un ou une qui vous inspire en bien ou en mal, et on commence tout d'abord par Christos Doulkeridis. Je vous propose Audrey Lenoir, candidate Masterchef qui s'installe comme traiteur à Saint-Gilles. Michel Fourniret, le prédateur mort en prison sans avoir livré tous ses secrets. Marc Daniels, conseiller communal gétois, dessinateur de BD décédé cette semaine, ou Marie-Pierre Fauconnier, la bosse de Sibelga, débarquée pour Indélicatesse. Qui choisissez-vous, Audrey, Michel, Marc ou Marie-Pierre? Si vous me connaissez un peu, je vais choisir la cuisine assez facilement avec Masterchef. Mais c'est surtout pour marquer le soutien à un secteur qui vraiment a été mis
mis à contribution en leur demandant de rester fermés. C'est énormément de job et une pensée aussi pour tous les étudiants qui travaillent dans l'ORECA pour pouvoir arrondir leur fin de mois, pour pouvoir parfois payer leurs études ou un logement pour pouvoir étudier. Et donc c'est extrêmement important de pouvoir maintenant être au rendez-vous et continuer un peu les aides tant que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Après, les autres... Non, ne parlez pas des autres. Vous avez parlé d'Audrey Lenoir, c'est très bien. Alors vous, Françoise Quettement, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Shabada Palmaro, disparition d'un chanteur culte des années 80, Petit Poupou. Rajem Awan, critiqué pour ses posts et interviews. Frédéric Dauphin, qui quitte la tête de la zone Bruno pour l'inspection générale de la police fédérale, ou Felice Mazzu, entraîneur confirmé de l'Union et présentateur à RTL Sport. Qui choisissez-vous Shabada, Raja, Frédéric ou Felice? Mais je vais choisir Raja parce que finalement, c'est elle que je connais, hein, puisqu'elle est molenbeekoise et qu'on... Vous la voyez au conseil communal régulièrement. Oui, enfin, elle est moins présente maintenant qu'elle est coprésidente, mais on se connaît depuis des années. Elle a été la collaboratrice de Sarah Turin. C'est une femme, une jeune femme dynamique. Et j'ai été quand même fort interpellée par la sortie qu'elle a faite suite à ces événements qui sont tout à fait dramatiques actuellement. Par rapport au conflit israélo-palestinien, et je trouvais que c'était un commentaire très maladroit. Mais donc peut-être pour résumer, elle a fait un post sur Instagram avec une photo je trouvais que c'était un commentaire très maladroit d'activistes palestiniens et le texte d'une chanson que certains ont estimé antisémite. Mais voilà, moi je ne veux pas... Je ne veux pas m'arrêter justement à ce poste maladroit parce que Raja s'en est excusée. Elle a précisé que si elle avait... Elle l'a regretté. Voilà, elle s'excusait auprès des personnes qui avaient pu être heurtées par son message. Mais au-delà de ce poste, moi ce qui m'a... et ça, c'est ce qui m'interpelle, c'est le fait que ce conflit israélo-palestinien... revient toujours dans les positions des partis politiques en Belgique et qu'il y a une véritable instrumentalisation de ce conflit qui malheureusement existe depuis des décennies. Et moi, aujourd'hui, je dis évidemment, ce qu'il faut, c'est que le sang ne coule plus dans cette région et que l'on puisse aller de l'avant. Mais voilà, il faut être très prudent. Et vous avez choisi Raja Awan, hein, parce qu'on peut encore parler dans un instant des tensions il faut être conflit. Extrêmement prudent. Dans les positions qu'on adopte. De Christophe Doulkeridis, est-ce que Raja Awan a été dans l'interview au soir et dans ce post Instagram, est-ce qu'elle était maladroite? Alors non, là-dessus, je pense que la grosse maladresse, c'est de se dire qu'on peut parler d'un conflit comme celui-là, où il faut, si on en parle, parce que je trouve avoir une précision, une nuance, c'est-à-dire il faut en parler au moins avec 20 000 caractères, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que la société et les réseaux sociaux proposent aujourd'hui. Donc là, choisir le mode d'Instagram, inévitablement, franchement, on prend tout de suite le risque de ne pas dire tout ce qu'on peut dire. Après, le procès qu'on lui fait, et ça je pense que Françoise le sait, d'antisémitisme autour de cette photo est totalement scandaleux, ridicule et inapproprié quand on voit les efforts qu'elle fait. Elle l'a fait quand elle travaillait avec toi d'ailleurs dans la commune pour essayer de rapprocher les communautés, rapprocher les points de vue, essayer de se rencontrer et n'être certainement pas dans la caricature des points de vue des uns contre les autres. Et c'est dommage que ce cliché qui est, je pense, très maladroit puisse permettre à certains d'exploiter et d'un peu en profiter pour... Vous avez été clair là-dessus tous les deux, mais quand même, concernant Raja Awan, je me permets de revenir sur l'interview du soir qui a fait beaucoup de bruit et où elle a dit... beaucoup de mal des ministres socialistes du gouvernement bruxellois. Est-ce que là, ça remet en cause l'équilibre écolo-PS? Est-ce que ça s'est senti dans votre commune, par exemple? Non, entre socialistes et écolos? Non, on travaille très bien ensemble. Et je pense que... Vous n'avez pas de mal à dire... Et Alain Marron, je pense, travaille vraiment bien avec ses collègues. Il est intervenu après. J'avoue que j'ai pas tout de suite saisi pourquoi est-ce que cette attaque avait eu lieu. Et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec elle, mais j'ai essayé avec Alain Marron de voir s'il y avait des tensions particulières au gouvernement. Il me disait, non, on travaille. Franchement, aujourd'hui, on est dans une telle période de tension, je veux dire, liée à ce que la société doit passer comme épreuve. On doit utiliser toute notre énergie pour faire tourner les choses.
avec tout le monde d'ailleurs. Moi, je peux travailler et avec ma majorité, et on a un partenaire socialiste avec qui ça se passe très bien, et parfois avec l'opposition, parce que dans un pays comme la Belgique, c'est ensemble qu'on peut y arriver. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé, et pourquoi? L'ouverture des serres royales, les faillites en cascade dans la zone de la Grand Place, les tensions écolo-PS au gouvernement, on en a parlé, l'Israël-Palestine, le conflit qui s'embrase, on en a parlé également, ou le métier d'infirmier et d'infirmière qui n'est pas attractif. Christos Zoulkeridis. Oh, c'est ça qui est terrible, c'est que le métier d'infirmière et d'infirmier, on l'a vu à un moment donné, depuis des années et des années et des années, on n'arrête pas de dire il faut réduire les dépenses publiques, il faut réduire les budgets à la sécurité sociale, il faut réduire... on fait des grandes manœuvres autour des hôpitaux pour pouvoir les concentrer et pour pouvoir diminuer l'impact que ça. Et puis on a une crise comme celle-là, et là on se rend compte tout à coup qu'on a absolument besoin, j'ai oublié de dire le numerus clausus pour les médecins et tout, et on se rend compte qu'on a absolument besoin de métiers aussi essentiels que ceux-là. Et à un moment donné, ça ne devient pas attractif parce qu'il y a des conditions de travail qui sont très lourdes. Évidemment, quoi. Même donc, si il faut chaque fois quand on est patiente ou patient et qu'on va dans un hôpital, par exemple, franchement, on ressort en se disant « Waouh, mais quel accueil j'ai et quelle abnégation ont tous ces personnels pour essayer de nous traiter de la façon la plus humaine possible. » Une info à choisir, Françoise, qu'elle pense? Ce seraient les faillites en cascade. Bon, on parle de la Grand Place, mais d'une façon générale, il y aura beaucoup de faillites, et on le constate déjà à la réouverture qui s'est faite des terrasses, et c'est véritablement... Oui, là, on parle de la taverne du Passade, de Vincent, oui, mais c'est dramatique d'or. d'une façon générale pour le secteur Horeca, et c'est pour ça que je dis qu'il faut être pragmatique dans les approches qu'on a par rapport à la pandémie. Et donc, moi... je pense, voilà, on parle toujours des métiers de contact, de la culture, de l'Horeca, et c'est important ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui soient dans un espace confiné. Mais sinon, on peut s'organiser pour faire en sorte que ces secteurs vivent, et notamment... quand je dis un exemple pratique, mais c'est assurons l'aération des pièces, faisons en sorte qu'il y ait moins de monde. Et je suis sûre qu'en prenant ces mesures de précaution, on peut faire en sorte que tous ces secteurs revivent. Et malheureusement, les dégâts aujourd'hui sont extrêmement importants. Pour vous, Françoise, qu'elle pense? Vous êtes premier échevin, première écheville, je ne sais pas très bien ce qu'on doit dire, je ne sais pas ce que vous préférez, et député, on avait parlé de cumul, des cumuls. Vous me posez chaque fois la question. Oui, c'est parce que vous aviez dit que vous alliez décumuler, mais je voulais savoir s'il y a une date prévue ou si ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour, et c'est d'autant moins à l'ordre du jour qu'il y a justement toutes ces difficultés que l'on vit notamment au niveau communal, et toutes les mesures qu'on doit prendre pour se réorganiser. Et je pense, ça j'en suis convaincue et sans prétention, et mes collègues me soutiennent en ce sens, que mon expérience de Molenbeek, que ce soit comme citoyenne depuis mon enfance ou comme échevine, fait que je peux apporter des conseils et des propositions qui sont tout à fait efficaces. Parfait. Enfin, moi, j'en suis convaincue, et les gens qui m'entourent me soutiennent en ce sens. Merci de votre réponse, même si je vous pose chaque fois la question, le temps évolue. Ça me donne envie de revenir. Voilà. Je maintiens. La vaccination se poursuit, donc elle ne va pas aussi vite que prévu. Il a fallu élargir les publics vaccinables pour certains centres, un peu trop désertés, tout en fêtant la 100 millième vaccinée au Ezel, sous les yeux de Marie-Noëlle Dinant et de Fred Dehaenau. Au centre de vaccination d'Anderlecht, c'est l'AstraZeneca aujourd'hui. Résultat, le nombre de rendez-vous est en chute libre, au grand regret du médecin coordinateur qui a ouvert 6 box et prévu 6600 doses pour la semaine. J'ai demandé du personnel en conséquence, et ici je suis obligée déjà, hier j'ai dû faire partir 2 personnes puisqu'il n'y avait pas assez de travail pour l'ensemble des vaccinateurs par exemple. La semaine passée on tournait aux alentours de 900 000 vaccins par jour, cette semaine c'est plutôt 500. Pour tenter de remplir toutes les plages et ne pas ralentir la campagne de vaccination, ce centre comme ceux de Schaerbeek, Forêt et Woluwe-Saint-Pierre s'ouvre désormais aux plus de 41 ans. Ce matin on a lancé via différents canaux en fait, la possibilité pour toutes les personnes de 41 ans d'appeler le call center pour prendre un rendez-vous en direct. Donc pas se mettre sur la waiting list, mais de prendre en direct un rendez-vous pour justement encore remplir tous les rendez-vous possibles cette semaine dans les 4 centres.
Monter en puissance, c'est bien l'intention du centre de vaccination du Hezel qui fête aujourd'hui son 100 millième vacciné. J'espère que tout le monde fera encore un peu d'effort les mois qui viennent pour avoir une vie normale. Hier, 10% des personnes prévues en AstraZeneca ont annulé, sans pour autant bloquer des plages. Ce qu'on a décidé, c'est que dès le check-in, donc dès l'enregistrement, on annonce à la personne, on confirme à la personne le vaccin avec lequel on va la vacciner. Si ce vaccin ne lui convient pas, on annule déjà son rendez-vous au niveau du check-in avant d'arriver dans le box de vaccination où là c'est beaucoup plus compliqué parce que ça perturbe le flux si après on doit annuler le rendez-vous de la personne. Au Hezel, l'absence de film est donc synonyme de fluidité. On envisage même d'augmenter la capacité de vaccination de 3000 doses par jour en faisant passer le temps moyen entre deux patients de 3 à 2 minutes. Alors donc, 38% des non-vaccinés disent qu'ils ne se feront pas vacciner. Et pour l'instant, le taux d'occupation des centres officiellement, nous dit la COCOM, c'est de 75% en moyenne. En moyenne. Ce qui paraît un chiffre très élevé par rapport aux informations que nous avons. Alors, Nicolas de Decker, pourquoi finalement si peu de gens acceptent de se faire vacciner maintenant qu'on a laissé passer le flux des personnes âgées battre ma coulpe et faire dans l'autolésionnisme, mais je trouve que nous, médias, on a une forme de responsabilité dans cette situation qui est objectivement problématique. Et cette responsabilité, selon moi, on peut la pointer doublement. La première, c'est si vous vous rappelez, il y a 2 mois, moi le premier, on était tous en train de crier pour dire c'est scandaleux, cette vaccination, ça n'avance pas, c'est la faillite, c'est le fiasco, c'est la faute des 9 ministres de la Santé, il n'y a qu'en Belgique que ça se passe, c'est impossible, regardez là-bas, oh là là. Alors qu'en réalité, c'est simplement un problème de dose qui était insuffisante, sur lequel la Belgique n'avait aucune responsabilité. Le seul vrai problème qu'il y a eu, qui a retardé pour quelques jours, c'était un problème de programmation informatique commenté par le logiciel fédéral. Enfin, ça a été quelques jours d'hystérie complète. Mais évidemment, il y avait une demande sociale. Si nous, on faisait des articles, c'est parce qu'on voyait que ça faisait réagir les gens, et donc on en rajoutait. Et le deuxième élément, c'est AstraZeneca. Bien sûr que c'est un problème, et on est journaliste, on est médias, on doit dire que c'est problématique. En effet, ça l'est, mais inévitablement, ça va accentuer la méfiance. Et si le but qui est le nôtre est qu'on atteigne un taux de couverture vaccinale suffisant, il faudrait peut-être qu'on se dise, tiens, mais est-ce que ça vaut la peine qu'on mette en avant de cette manière telle ou telle information. C'est difficile, je veux dire, au quotidien de décider. De toute façon, c'est un peu tard maintenant. Et c'est un peu tard, mais pour la prochaine pandémie, on pourra peut-être y réfléchir. Merci. Juste pour la petite anecdote, je voudrais parler de mon père, qui est en Wallonie, qui s'est fait vacciner. On l'a appelé, il a rempli la procédure, il a eu une dame au téléphone. La dame au téléphone lui a dit, étonné, mais monsieur, vous ne demandez pas quelle est la marque de votre vaccin ? Pourtant, vous allez être content. Parce que c'était pas AstraZeneca. Je veux dire, mon père s'en fichait. Mais si même les gens qui sont chargés de convaincre les gens, de convoquer les gens vaccinés, font ce genre de distinction, et ça va pas non plus contribuer à rassurer. On est loin. Marie. Alors, je vais faire 2 remarques. La première, c'est par rapport à l'AstraZeneca. Et je vais faire un petit lien avec ce qu'on a dit avant au sujet du conflit, de la reprise du conflit entre Israël et la Palestine. Je crois qu'AstraZeneca va reprendre du poil de la bête parce que si on sait qu'en Israël, 70% des gens vaccinés, dont les Arabes israéliens, c'est-à-dire les Palestiniens, l'ont été par Pfizer. Donc, affaire à suivre, je dis ça, je dis rien. Maintenant, on a pas... Non. Ils ont été vaccinés par Pfizer. Donc Pfizer est marqué du sceau. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça ait un genre de conséquences. Je plaisante un petit peu. Voilà, et votre deuxième remarque, Maria. Voilà, deuxième remarque, parce qu'on a parlé de cafouillage, etc. Il y a eu quelque chose qui s'est passé fin février, que moi, je n'ai pas compris, qui est sorti du journal Le Standard et qui était relayé par la Libre Belgique, qui ne sont quand même pas des journaux fantaisistes, comme quoi, dans le pot commun de vaccins réservé par l'Union européenne pour ses pays membres, dont la Belgique, au prorata de la démographie de chaque pays. Le Danemark, bon élève de la vaccination avec une population de la moitié plus ou moins de la Belgique, a racheté des vaccins que d'autres pays n'avaient pas achetés, dont la Belgique. Oui. C'est pas qu'ils ont racheté. La Belgique n'a pas commandé tout le quota qu'elle aurait pu avoir. Elle n'a pas. Mais c'était une première étape. Elle n'a pas commandé. Mais après, elle l'a fait. Alain Marron a démenti.
je n'ai pas... Personnellement, j'ai contacté quelqu'un que je ne nommerai pas, qui est parlementaire. Marianne Susny, Frank Van Den Broek l'a confirmé, donc c'est vrai. Ce que vous dites est vrai. Et ils ont rattrapé après par une deuxième commande. Je le signale quand même pour nos nombreux téléspectateurs qui peut-être hésitent à se faire vacciner parce qu'ils trouvent qu'en Belgique tout est mal géré, etc. Ce qui est partiellement vrai. On a largement aujourd'hui dépassé le Danemark en toute couverture. Très très largement. On continue à dire, je suis désolé, mais on continue à dire un peu n'importe quoi sur le truc de vaccin. La politique de vaccination en Belgique n'est absolument pas pire que dans un autre pays. Elle est très simple. Il y a suffisamment de centres de vaccination. Il y a aujourd'hui suffisamment de vaccins. Le bas où est-ce qu'il blesse, c'est effectivement dans certains doutes qui ont été, et qui peuvent être légitimes, à un moment donné, liés à la critique qui a été faite de la dangerosité de certains vaccins, mais on peut aussi faire une analyse journalistique sur comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, faire cette analyse-là, même par rapport à l'AstraZeneca, quand on regarde le nombre de personnes et le risque que ça représente sur l'ensemble du nombre de personnes qui l'ont eu, c'est un peu bizarre. Et la deuxième chose, c'est que forcément à Bruxelles, c'est un peu plus compliqué qu'en Wallonie ou en Flandre. Pourquoi ? Parce qu'on a une société qui est beaucoup plus hétérogène qu'en Flandre. C'est ce que vous voulez dire, François Skepin, non, je veux surtout dire que pour moi, il y a quand même eu des difficultés pour faire bien démarrer la vaccination. Et ce qui a manqué, c'est la communication. Il faut communiquer par tous les moyens. Alors, c'est les experts qui le disent. Il faut que ce soit les médecins de famille qui communiquent. C'est ce qui est fait. Mais avec beaucoup de retard. Au départ, il n'y a pas eu cette communication. Mais c'est pas moi qui le dis. Oui, je sais. Ce sont des experts qui le disent. Et donc, moi, je me permets quand même et je l'ai constaté aussi. J'ai pu le constater parce qu'il y avait des gens qui étaient inquiets. Et moi, je crois qu'il faut que les médecins, les pharmaciens, les acteurs de terrain, les associations qui sont en lien avec les personnes aille vers elle. Quand une personne ne vient pas pour se faire vacciner, eh bien, il faut lui téléphoner, lui demander pourquoi et essayer de comprendre et de la persuader. Et enfin, il faut, dans le contact, et il y a des initiatives qui ont été prises au niveau de communes, notamment à Molenbeek, il y a des agents communaux qui vont sur le terrain et qui soutiennent les personnes pour qu'elles aillent se faire vacciner aussi. Et si on persuade, on n'aura pas 30%, on n'aura pas 30% de gens qui se disent aujourd'hui, je ne suis pas certain d'aller me faire vacciner. Et il faut ouvrir la vaccination à tous les âges. Comment convaincre dans le premier truc, c'est que, on a décidé que la vaccination ne serait pas obligatoire. On peut aussi avoir un regard critique par rapport à ça. Parce que quand qu'on fait face à un danger, à un bousculement aussi important de toutes nos sociétés à l'échelle planétaire comme celui-là. Non, mais c'est un choix qui a été fait. Donc, je veux dire par là que dès lors qu'on fait ce choix, il faut comprendre qu'à un moment donné, et pas reprocher. Et donc, quand tu viens 10 000 fois vers une personne pour lui dire « moi, j'ai pas envie de me faire vacciner », tu lui dis « tu dois te faire vacciner », ça marchera pas beaucoup plus. Et effectivement, d'abord, il y a eu un problème de nombre de vaccins qui étaient disponibles, et c'était vrai dans l'ensemble des pays européens. Et depuis lors, la stratégie, en tout cas qui existe à Bruxelles, c'est d'élargir le nombre de personnes qui peuvent être vaccinées, et ça a déjà son effet, et de compléter, et c'est ça qui est plus complexe aussi par rapport aux autres régions, le nombre d'interlocuteurs qui peuvent participer. Effectivement, moi, en tant que bourgmestre, j'ai organisé une réunion avec tous les médecins généralistes de la commune, avec l'association des généralistes pour pouvoir voir comment est-ce qu'eux pourraient mieux vacciner. Et là, le fédéral doit aussi peut-être modifier sa façon d'accepter que les vaccins puissent être directement fournis aux médecins, alors que là, il y a encore des trucs un peu complexes qui rendent les choses dissuasives. On a fait une réunion avec les cultes, on a fait une réunion avec toute une série d'associations, parce qu'autrement, je crois qu'on a bien compris votre point tous les deux. Je voudrais que vous répondiez juste à une question. Est-ce qu'il faut enlever le port du masque ? Est-ce qu'il faut enlever le masque pour les vacciner ? Comme aux États-Unis, ils ont décidé, voilà, les vaccinés peuvent enlever le masque. François Skepmans. Moi, je pense qu'il faut continuer à inciter le port du masque dans la mesure du possible. Il faut conscientiser, il faut sensibiliser les gens, c'est important. Maintenant, ce n'est pas. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la liberté. Et donc, moi, je ne suis pas
pour un coronapass obligatoire. Et le masque, on doit le garder, et vous êtes pour la liberté, je ne comprends pas. Je trouve qu'il faut sensibiliser les gens, c'est la communication, je ne suis... Donc on peut enlever le masque, mais vous conseillez de le garder, c'est ça? C'est-à-dire, si vous allez dans un magasin où il y a du monde, je pense qu'il faut nécessairement garder le masque. Donc, si vous vous promenez seul dans la rue, il n'est pas nécessaire de garder le masque. Vous devez suffisamment pouvoir percevoir la nécessité de porter un masque. Peut-être que les personnes, que pour le moment, j'avais des contacts avec des personnes qui disaient, moi, franchement, je vais attendre qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient vaccinées avant de le faire. Et finalement, c'est les vacances qui changent la donne. Si je veux partir à l'étranger, je n'ai pas envie de vouloir faire des tests PCR tout le temps, et donc finalement, je vais quand même me faire vacciner. Et donc, je pense qu'on va se rapprocher à une période où il y a de plus en plus de personnes qui vont se faire vacciner. Et le fait de se dire qu'on va pouvoir enfin se débarrasser de ça, j'espère que quand même, il y a des personnes qui vont se dire, allez, je joue le jeu collectivement, je ne suis pas du tout le seul ou la seule à me retrouver dans cette situation, et de manière solidaire, je me fais aussi vacciner pour qu'on puisse enfin retirer ce truc-là. Le calendrier scolaire, on va quand même parler de ça, va donc changer en 2022, et ça va bouleverser les congés scolaires et la rentrée qui n'aura plus jamais lieu le 1er septembre, cette date fétiche, elle aura lieu fin août. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Françoise Kepman, c'est une bonne initiative, oui. Enfin, je veux dire, c'est une réflexion qui est menée depuis près de 30 ans, et donc elle aboutit enfin, et c'est au bénéfice des jeunes, des enfants, parce que c'est vrai qu'il y avait des périodes de scolarité qui étaient fort longues, et ils n'avaient pas le temps de... À un certain moment, il y avait quand même, on le constatait, plus d'absence au mois de novembre, plus d'absence au mois de mars. Donc je pense qu'à d'avoir des périodes de 15 jours de repos, et en plus pendant l'année scolaire, ce qui permet à des enfants qui auraient des difficultés de pouvoir suivre de la remédiation et de pouvoir se remettre à jour. Donc, tout positif pour vous. Hein, pour moi, oui. Alors j'entends qu'on peut aussi poursuivre la concertation avec les associations qui organisent des camps de jeunesse, mais d'une manière, avec les syndicats, mais pour moi, globalement, c'est une réforme qui est tout à fait bénéfique et qui était attendue depuis longtemps. Alors, Christophe Zoulkeridis, c'est 7 semaines de cours suivies par 2 semaines de congé, ça vous plaît aussi? Mais il y a beaucoup de réformes qui étaient discutées pendant des années, et ici on parle d'école, mais il y a d'autres secteurs, et qui enfin, effectivement, aboutissent. Alors, il faut s'attendre, comme pour tout, tout changement, on l'a vu en mobilité, on l'a vu dans plein de domaines, à ce que les gens râlent en disant « Oui, mais enfin, on est encore une fois dans un pays où la Belgique, on n'aura pas les mêmes congés en Flandre ou en Wallonie ou à Bruxelles, etc. » Je rappelle que la France, dans toutes les régions de France, il y a des dates de congés qui sont différentes, ça ne changera pas grand-chose. Ici, on part vraiment d'une préoccupation, d'une réflexion pédagogique, et je trouve que c'est vraiment très important d'encourager et de soutenir quand on arrive à la phase où on met les choses en place, d'y aller et de vraiment soutenir et d'essayer d'être un tout petit peu moins dans le truc où on va être forcément bousculé dans nos habitudes, mais je pense que c'est pour le bien de nos enfants qui ont été très très fortement aussi touchés par la crise du coronavirus et les différents arrêts qu'ils ont dû subir durant cette dernière année. Nicolas de Decker, avoir Pâques au mois de mai, c'est pas gênant? Moi, je ne suis pas tellement attaché aux fêtes religieuses. Moi, Jean-Jacques, donc je n'ai pas tout à fait ce background-là, et donc je m'en tape de ce point de vue-là. Cela dit, je suis un peu étonné, mais j'ai la réponse, vous allez voir, de l'ampleur que ça prend. Du fait qu'on en parle tellement comparativement aux problèmes de l'enseignement en Belgique francophone qui sont quand même beaucoup plus importants et matériellement plus difficiles à résoudre que cela, évidemment. Et donc qu'on change le calendrier, manifestement tout il y a un accord pour dire que pédagogiquement c'est mieux. À côté de ça, les défis auxquels est soumis l'enseignement francophone sont 1 milliard de fois plus importants et on en parle 10 000 fois moins, je ne vais pas dire 1 milliard de fois moins. Alors pourquoi on en parle moins? D'abord parce que c'est peut-être des problèmes qui sont plus difficiles à résoudre objectivement, mais aussi parce que c'est notre vie, Jean-Jacques. On a tous connu les 2 mois de vacances, on sait que c'est une semaine, ça fait... Moi, je vais dire une vingtaine d'années que je ne vais plus à l'école, je ne vais pas faire le jeu pour tout le monde, mais on est toujours encore réglé là-dessus d'une manière, je veux dire, presque métabolique, quoi. On s'attend aux 2 semaines, puis à la semaine, et puis les 8 semaines, les 2 mois de vacances, et en fait, ça nous touche tous, parce qu'on est tous passés par l'école. Donc la différence, et on a tous vécu selon ce calendrier. C'est quelque chose assez général de discuter des arbres qui cachent les forêts. C'est vrai. Eh bien, on va parler des forêts maintenant, des forêts de coup de cœur.
Nicolas, vous commencez par un roman qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir. Il va sortir dans une dizaine de jours. Jean-Jacques, il est arrivé dans la boîte de la rédaction et par hasard, je l'ai eu sous les mains, donc j'ai lu ça se lit très vite. Ça s'appelle Le recensement des intellectuels de gauche. C'est un petit bouquin italien qui est paru en italien en 2019, donc avant la pandémie. Et c'est une espèce de dystopie. Vous savez, une forme d'anticipation où un truc se passe presque comme dans la vraie vie, mais pas vraiment. Il y a un twist et c'est censé révéler les difficultés de notre société. Ça se passe en Italie. Le Premier ministre est une espèce de Matteo Salvini. Et ça commence, une émission du soir sur les chaînes de télévision italiennes, et un intellectuel, un prof d'université, a l'outrecuidance de citer Spinoza. Alors, il se fait tout de suite rabrouer par le présentateur qui est encore plus autoritaire que vous, Jean-Jacques, puis le public le hue, et puis il rentre chez lui, il a reçu des milliers de messages de menaces sur les réseaux sociaux, qui l'observe sur son GSM, et il rentre chez lui, quelqu'un l'attend et le tue. Parce qu'on le traite de sale intellectuel, et puis il y a des réactions politiques en chaîne, on recense toutes les personnes qu'on considère comme des intellectuels de gauche, radical chic, comme on dit en italien, et c'est une espèce de terreur. Et moi, ça m'a amusé, c'est pas super bien écrit, et je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais l'intuition, je trouve qu'elle est assez bonne, et ça m'a fait penser à ce livre dont on a parlé il y a quelques années, en disant qu'il était absolument prophétique, que tout le monde devait le lire, qu'il avait tout vu, qu'il avait compris toute notre civilisation, c'est Soumission de Houellebecq. Je rappelle que ça prophétisait qu'en 2022, en France, le président serait un frère musulman. C'est exactement le contraire qui est en train de se passer, mais personne ne va reprendre Houellebecq pour dire tiens, mais ça ne vous étonne pas qu'ils soient... France, on n'a jamais bien prévu les élections présidentielles à 1 an de Non, bien sûr. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura un frère musulman. On sait déjà qu'à 7 ans d'écart, Houellebecq s'est planté sur toute la ligne, puisque ici c'est plutôt pour qui sera le moins frère musulman. Marielle Susny, vous voulez aussi parler d'un livre, en l'honneur d'un autre grand Jacques. Voilà, en l'honneur d'un autre grand Jacques, Jacques de Decker, qui nous a quittés malheureusement le 20 avril 2020. Oui. Donc il y a un petit peu plus d'1 an. Il est mort du Covid. Il est mort du Covid, oui. Et homme de lettres, écrivain, journaliste, homme de théâtre, parlant, écrivant les 3 langues nationales, donc ayant adapté pour le théâtre des tas d'œuvres. Académicien de l'Académie de langue et littérature française de Belgique, mais aussi son secrétaire perpétuel pendant de longues années. Et surtout, je trouve un homme magnifique, tellement ouvert aux autres et qui donnait tellement. Et c'est un petit peu ce que nous écrivains, je m'intègre dedans, nous sommes tous un peu orphelins, comme ses amis et ses proches, parce qu'il nous donnait énormément. Alors le livre s'appelle « Je vais promener ma truffe ». Parce qu'il allait promener sa truffe un peu partout. Il allait promener sa truffe un peu partout, dans les endroits de Bruxelles qu'il aimait. Et puis, c'est un livre qui a été fait à l'initiative de sa femme, Claudia Ritter. Et c'est un livre-objet avec des photos, des peintures et aussi des contributions de 200 personnes qui l'ont aimé. C'est aux éditions Marot, pour ceux que ça intéresse. Aux éditions Marot, avec une couverture de Nicolas Vado. Merci Marielle Susny, merci à tous, invités chroniqueurs. Les experts reviennent samedi prochain avec Stéphanie Meyer à la présentation, et moi je vous retrouve dans 15 jours. Au revoir.